bienvenue en 2024 pour ce live des expats de cette nouvelle année. Bonne année à tous. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de reprendre les lives des expats avec vous, de vous donner toujours plus de conseils, toujours plus d'astuces, de vous faire découvrir de nouveaux secteurs d'activité, de nouveaux métiers, de nouvelles choses comme ça. Bienvenue en tout cas. Aujourd'hui on parle d'un sujet pour bien commencer l'année. Comment bien se séparer? Oui, apparemment c'est une période qui est propice à la séparation, l'après-fête. Donc on va aller chercher Chloé et elle va nous en dire plus. Voilà. Bonjour! Bonjour Marco, bonne année. Comment ça va Chloé? Ça va bien, merci et toi? Ravie de t'accueillir pour ce premier live des expats de 2024 pour bien démarrer l'année. Parlons séparation et divorce. Je trouve que c'est un sujet super pour commencer l'année. T'as raison, tu sais, le mois de janvier, c'est le mois du divorce. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent la fin des fêtes pour se lancer. Donc, c'est assez approprié. Et bien, finalement, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est le mois de la déprime, c'est le mois du divorce, c'est le mois de tout ça. C'est super. Vive le mois de janvier. Moi, j'aime bien le mois de janvier parce que c'est mon anniversaire. Mais voilà. Moi aussi, c'est mon anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Ah, bon anniversaire! On n'est pas loin. Moi, c'est vendredi. Ah, ben, voilà. Alors, Chloé, aujourd'hui, donc, on va parler de conseils et d'astuces pour bien se séparer. Parce qu'on peut le faire d'une façon correcte quand même. Et surtout dans un cadre où on n'est pas chez soi. Ou disons que le chez soi, il est plutôt à l'étranger et pas en France. Mais avant que tu nous donnes tous tes conseils et astuces pour ça, dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Raconte-nous ta life. Ah ben super, il va falloir plus d'une demi-heure. Non, je saurais te cadrer, on a dit. Donc, comme tu as mentionné, je suis coach de divorce certifié et je me spécialise dans le soutien des expats durant et après leur divorce. Donc moi, j'habite à Londres. Ça fait 20 ans que je suis en expat. J'ai 2 petites filles. Je suis mère divorcée de 2 petites filles. Et en fait, j'ai eu un parcours assez intéressant parce que je travaillais en entreprise dans le secteur du changement et de la psychologie du changement. Donc, c'était un peu lié. Mais bon, en entreprise, à faire mon chemin de petit bonhomme. Et quand j'ai divorcé, j'étais une des premières dans mon groupe d'amis et dans ma communauté à divorcer. Mes enfants étaient assez jeunes. En fait, de manière assez naturelle, les gens commençaient à venir me voir quand eux-mêmes sont arrivés à ce stade-là. J'ai appris même des amis d'amis qui commençaient à venir me voir pour me demander des conseils, essayer de comprendre comment ça marchait de divorcer en Angleterre plutôt qu'en France, etc. Que des amis du cercle expatrié, donc des Français. Exactement, parce que c'était en fait du bouche à oreille, c'était pas un business structuré à ce stade. C'était vraiment, les gens entendaient parler de quelqu'un qui avait du mal et ils disaient ah bah, il faut que tu parles à ma copine Chloé. Et donc ça s'est fait de manière très naturelle. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était là vraiment c'était ça qui me rendait heureuse, c'était de pouvoir aider les gens et que c'était ça qui me donnait la satisfaction. Donc j'ai quitté mon job, je me suis faite certifier, ce qui veut dire que je suis formée comme n'importe quel coach sur les techniques de coaching et le coaching de vie, mais en plus avec toutes les dimensions supplémentaires du divorce. Comprendre les erreurs typiques que font les gens, les différents sentiments qui se mettent, qui rentrent en cause dans la situation, mais aussi les tensions entre les couples, les méthodes de négociation pour avoir un divorce à l'amiable, etc. C'est un paquet de sujets déjà. Oui. Donc voilà, donc maintenant c'est quelque chose que je fais à plein temps et que j'adore faire parce que ça me permet d'aider les gens dans des périodes où ils sont particulièrement vulnérables. Des moments de vie pas simples à passer. C'est pas qu'on prend du plaisir à aider les gens quand ils vont pas bien, hein. Non. Mais on sait qu'on est là, une oreille attentive. Je dirais que c'est un peu la même chose pour moi, hein, mais pas sur un sujet aussi dur que le divorce. Mais les transitions d'un pays à un autre, effectivement, ça peut bousculer pas mal. Quand est-ce qu'on fait appel du coup à toi? À quel moment on fait appel à toi?
C'est la même question. Alors, je vois des couples et des individus, ça dépend de la situation. L'idéal, c'est quand les gens viennent me voir au début du divorce, parce que même au moment où ils ont décidé, parce que là, ça leur permet dès le début de mettre en place les bonnes fondations en fait pour un divorce à l'amiable. La manière même dont on va annoncer à son conjoint qu'on veut divorcer va déjà mettre le contexte pour le reste du divorce. Donc, si je peux être avec je peux intervenir avec les gens en amont et vraiment avoir cette conversation, les aider à réfléchir à quels sont leurs objectifs dans ce divorce, où est-ce qu'ils veulent être quand ce divorce finit, comment est-ce qu'ils veulent se sentir quand ce divorce sera fini. Ça leur permet vraiment d'utiliser ça comme une boussole et de pouvoir prendre toutes leurs décisions tout au cours du divorce, vraiment de manière informée, mais surtout de manière claire et moins émotionnelle. Oui. Parce qu'on a tendance à prendre des décisions très importantes, des décisions qui ont des impacts au long terme, sous le feu de l'émotion, sous le coup de l'émotion, et dans un moment où on n'est quand même pas au top de sa forme. Et donc, je les aide un petit peu à mettre les émotions de côté, à obtenir les informations qu'il leur faut pour prendre les bonnes décisions et à éviter les erreurs types que font les gens pendant le divorce pour que quand ils sortent de leur divorce, ils ont tout en place pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Oui, il n'y a pas de... Et puis, il n'y a pas de rancœur, enfin, certainement un petit peu, mais tu remets de l'objectivité, en fait, dans le côté très subjectif et très émotionnel du divorce, quoi. Et puis, je les aide vraiment à réfléchir à comment est-ce qu'ils veulent que leur vie soit au long terme, quel impact ça va avoir sur leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui est souvent avec les gens qui ont des enfants, de réfléchir à vraiment comment est-ce qu'on met leurs enfants au centre de leur considération quand ils prennent ces décisions. Et du coup, justement, à mettre de côté potentiellement leurs sentiments négatifs envers leur conjoint pour faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et ça, c'est pas facile, surtout quand on est dans le feu de l'action. Complètement. Donc, toi, tu n'es pas thérapeute de couple en mode je vais vous aider à vous réparer, c'est plutôt la décision est prise. Comment on fait pour cheminer petit à petit le plus amicalement du monde, aimablement du monde, pour que ça soit pas une déchirure qui laisse des traces de tous les côtés, quoi. Absolument. Alors, j'ai des gens qui en fait, décident après de retourner en couple. Hein. Donc, des fois, j'envoie des gens chez un thérapeute de couple quand je sens qu'ils ne sont pas 100% décidés. Donc, ça arrive. Mais bon, c'est vrai que le plus souvent, quand on va parler à un coach de divorce, c'est qu'on a déjà le mot divorce en tête et qu'on est dans cette optique un petit peu plus avancée. Mais oui, c'est exactement ça l'idée. C'est vraiment de les soutenir au fil du processus, d'avoir cette expérience et cette expertise des systèmes judiciaires, des erreurs à ne pas commettre et de pouvoir les aider à s'assurer que les arrangements qu'ils mettent en place vont marcher pour eux long terme. Parce que tant qu'on n'a pas vécu un divorce soi-même, qu'on n'a pas eu cette expérience, on ne sait pas en fait. Et les mêmes erreurs se répètent. Donc c'est vraiment une manière de faire. Comme toujours, les autres ont toujours une idée et une façon de voir les choses parce qu'ils soit ils l'ont vécu, soit on leur a dit que, jusqu'à ce que toi tu vives ton truc et que finalement ça n'ait rien à voir. Tu as besoin de faire ta propre expérience. Malheureusement, bah, tu fais l'expérience du divorce. On ne te le souhaite pas, mais ça arrive. Alors j'ai appris qu'il n'y avait pas plus de divorces en expatriation que dans la vraie vie. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste qu'ils sont plus exacerbés, j'imagine, et plus retentissants, le fait d'être à l'étranger, de peut-être d'y avoir des enfants, de devoir se séparer ou de rentrer, d'aller ailleurs, enfin peut-être des choses comme ça. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi d'aider en particulier les expats, c'est déjà parce que je travaille en français et en anglais. Donc, je peux aider les gens dans différentes langues, mais en plus parce que j'ai vécu moi-même cette expérience. Et il y a vraiment des complications supplémentaires. C'est-à-dire que n'importe quel divorce va amener des problématiques comme celles qu'on a mentionnées avant. Toutes les décisions qui sont à prendre, elles existent, quel que soit le contexte. Mais quand on est en expat, il se rajoute en plus une couche de complications du genre, est-ce que je rentre en France ou pas? Qu'est-ce qui se passe si moi ou mon conjoint rentrons en France? Comment est-ce qu'on va élever nos enfants si on est dans deux pays différents? Tout ce genre de problématiques. Évidemment, le côté financier avec des propriétés un peu éparpillées un peu dans le monde. Et puis aussi, de vivre cette expérience qui est déjà une expérience assez solitaire, où on se sent assez seul et triste, de la vie dans un contexte où on est dans un pays étranger, où on n'a pas notre système de soutien habituel, notre famille, nos amis proches ne sont pas forcément à côté, et donc ça rajoute encore plus de complications. Et en plus, on est en train de naviguer un système judiciaire étranger, dans une langue étrangère. Donc ça fait beaucoup de choses à absorber dans une période où on n'est déjà pas au top. Donc c'est ça l'idée. Et je pensais que si je pouvais aider les gens dans cette situation-là, ça serait vraiment utile. Clairement.
Du coup, on va en venir à ces 3 conseils et Ouais, astuces qu'il faut savoir pour bien divorcer à l'étranger. ouais, Quel serait le premier conseil que tu aurais envie de donner à des gens qui soit sont en train de se poser la question, soit ont décidé clairement ouais. qu'ils allaient divorcer? Alors, mon premier conseil, c'est vraiment de réfléchir à la juridiction. La juridiction, c'est l'endroit, le pays où tu vas divorcer et quelles règles, quelles lois vont s'appliquer du coup. Quand on a un couple international, quand on s'est marié à l'étranger, quand on vit à l'étranger, on a des fois le choix de la juridiction. Et c'est une considération qu'il faut vraiment, vraiment passer du temps à regarder parce que c'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Il faut bien sûr parler à des avocats parce que les avocats vont pouvoir vous conseiller sur quelles sont les lois dans ce pays, est-ce qu'elles sont plutôt avantageuses à votre situation ou pas. Et donc, Ouais. en parlant à un avocat dans chaque juridiction, on peut être mieux informé. Mais il y a beaucoup plus à prendre en compte que juste les lois. Il y a des règles différentes dans chaque pays pour pouvoir divorcer. Il y a une culture judiciaire différente. Il y a des pays qui sont beaucoup plus favorables aux hommes qu'aux femmes, aux mamans qu'aux papas. Donc, il faut comprendre un petit peu comment ça va influencer la situation particulière dans laquelle on est. Et puis, les frais ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. C'est quel type d'avocat on va voir dans ces cas-là, des droits privés internationaux? Idéalement, oui. Mais moi, ce que je Ok. recommande toujours, c'est de parler à un avocat dans chacune des juridictions possibles. Ok. Parce qu'il va pouvoir vraiment vous expliquer comment ça marche dans ce pays-là, à quoi s'attendre en termes de processus, mais aussi en termes de résultats si vraiment ça en venait au litige, quelles sont les options. Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir avoir toutes les tables sur carte pour prendre la décision. Donc c'est avocat en affaires familiales, je sais pas si ça s'appelle Oui, comme ça. exactement. Avocat de la Avocat de famille, la en droit de la famille. famille, ok. Ouais, Dans les 2 pays. Comme ça, exactement. on peut comparer. Et si jamais c'est un pays et la France, on peut revenir en France et décider de se séparer en France. C'est ça? C'est ça qu'il faut comprendre parce que ça dépend des situations. Donc, je ne peux pas te donner une Non, non, réponse non. générique. Mais dans le Mais sens, oui, il y a des gens le qui fait départent. de revenir physiquement en France et d'entamer la démarche en France, même si on habite à l'étranger parce qu'on est français, c'est Oui, possible oui. si le droit français est en faveur. Voilà. Si le droit français est applicable à cette situation-là, dans ce cas-là, oui, c'est une option. Et après, il faut décider quel est le meilleur endroit pour divorcer. Ok. Donc toi, tu travailles avec des avocats, des thérapeutes, des choses comme ça pour orienter. Donc, je travaille beaucoup avec des avocats, surtout des avocats qui travaillent avec la France ou qui sont eux-mêmes français, des thérapeutes aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent voir des professionnels qui leur parlent leur langue à eux aussi, Ouais, qui ouais, veulent bien sûr. parler en français. Et puis, on s'envoie beaucoup de gens parce que c'est des références dans les deux sens, parce qu'on a souvent des gens qui ont besoin de plus que les services qu'on propose nous. Et c'est vraiment construire une équipe autour de Oui, la oui, personne c'est qui ça. C'est du pluridisciplinaire pour Absolument. être sûr que la personne soit accompagnée sur toutes les dimensions du divorce, quoi. Ok, Exactement. donc bien faire attention aux juridictions donc des 2 pays, la France Deux, trois, et quatre, il peut y en avoir plusieurs, mais oui. Oui, c'est vrai. Imaginons les enfants sont nés ailleurs, j'imagine que ça rentre en compte. Euh, Ça, je ne sais pas, ça dépend des pays, mais la résidence des enfants rentre souvent en compte, les passeports des différents parents, là où ils sont mariés, Ok. là où ils vivent. Donc, il y C'est a beaucoup déjà un de. casse-tête en français. Alors j'imagine dans une autre langue, ça doit pas être simple. Ok, ça c'était le premier conseil. Quel serait le deuxième conseil? Le deuxième conseil, on vient un peu d'en parler, mais c'est de vraiment s'entourer des bons professionnels, d'avoir une équipe de gens autour de soi qui vont nous aider avec chaque type de problème. Donc vraiment, s'il y a des grosses inquiétudes sur l'émotionnel, parler à un Ouais. thérapeute. Il faut avoir un avocat pour les questions légales, même si on ne va pas au litige pour avoir des informations sur quelles sont les lois dans le pays. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de parler à quelqu'un qui est un spécialiste de la finance pour comprendre comment est-ce que ça va marcher financièrement pour eux dans le Ouais, futur. ouais. Il y a des gens qui vont parler à quelqu'un qui est dans l'immobilier pour comprendre comment est-ce qu'ils vont vendre les différentes propriétés. Donc, il faut vraiment réfléchir à quelles sont les bonnes personnes à qui parler. Et c'est pour ça que moi, une grosse partie de mon travail, c'est partager cette information, ce network que j'ai de Ouais. professionnels pour m'assurer que les gens aient les informations qu'il leur faut. Finalement, on fait le même métier dans un secteur un petit peu différent. C'est Exactement. on rassemble les infos et on accompagne les gens pour qu'ils aient les bonnes informations et qu'ils soient bien Exactement. accompagnés. Formidable. Je crois que c'est pour ça qu'on s'est parlé finalement. Donc, deuxième conseil, s'entourer des bonnes personnes. Et oui, parfois on a envie de faire les choses tout seul ou ça coûte des sous, donc forcément on est un petit peu réticent, mais en fait c'est un impact à long terme qui va en ressortir. Donc,
c'est toujours bien de faire seul, mais c'est bien aussi d'être accompagné correctement, Oui, et puis je pense. choisir la bonne personne pour le bon Oui, accompagnement. Vraiment de s'assurer qu'on parle, par exemple, de ne pas s'attendre à ce que l'avocat fasse du soutien émotionnel. ça Ce genre de choses, il faut n'est vraiment. pas son rôle. Exactement. Et des fois, pas son terrain de prédilection non plus. Non, c'est ça. Il ne sait pas faire parfois. Parfois, il y en a qui sont bien. Mais ça n'est pas l'apanage du tout, les avocats non plus. Mais comme nous, on n'en sait rien des Bah lois, oui, enfin, tu vois, c'est ça. ça, c'est je C'est pour ça laisse qu'on va avoir ça aux professionnels, hein, parce que vraiment. Ok, donc on récap. Le premier, attention aux juridictions et bien étudier les juridictions dans lesquelles vous pourriez vous séparer et divorcer et vous entourer des bons professionnels parce que bah, chaque aspect du divorce peut donner lieu à un accompagnement particulier. Quel serait exactement. le troisième? Le troisième conseil, c'est de vraiment bien réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre convention de divorce ou l'équivalent selon le pays où vous divorcez. Parce qu'il y a évidemment une importance dans le fait de mettre beaucoup de détails, de vraiment penser au long terme. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux décisions d'université pour les enfants, de qui va payer pour le permis de conduire, ce Ouais, genre il de faut choses. aller loin. Il faut réfléchir plus loin que l'instant présent. Et ça, c'est souvent difficile dans le feu de l'action. Mais quand on est expat, il y a des choses supplémentaires à prendre en compte. Donc, par exemple, sur le côté financier, il faut réfléchir aux questions de taxation. L'imposition n'est pas la même partout. En France, on paie des impôts sur la pension alimentaire, pas en Angleterre. Donc, Ok, le chiffre sur lequel on va tomber va pas être le même selon là où on va vivre. effectivement. Donc, des choses comme ça à prendre en compte. Le taux de change quand on a des propriétés dans différents pays. Des fois, les gens prévoient de dire bah voilà, tu gardes la maison en France, je garde celle en Angleterre. Mais en fait, non, parce qu'aujourd'hui, elle valent à peu près pareil. Mais avec le taux de change, ça peut changer aussi d'ici à Oui, ce que le divorce soit et puis finalisé. les impôts sont pas forcément les mêmes dessus non plus. Absolument. Oui, donc c'est ça, c'est avec quoi? Un fiscaliste qu'on C'est voit avec un ça? fiscaliste et souvent les avocats ont quand même une bonne idée. Et moi, pour les juridictions que je connais bien, j'ai aussi des idées. Donc je peux encourager les gens à aller explorer ça un peu plus, mais surtout à y réfléchir parce que souvent on n'y pense pas. Oui, C'est aussi ça. Donc comme tu disais, sous le coup de l'émotion, on peut se laisser guider un peu trop par ses émotions. Alors pas négatives parce elles sont logiques d'être en colère, d'être triste ou de pas se sentir bien. Hein, ça veut dire des choses quand on sent oui, il y a un ces émotions-là. deuil, c'est sûr. C'est ça, le changement qui arrive. On n'a pas forcément les idées très claires à ce moment-là parce que bah, tout se bouscule, il y a beaucoup, beaucoup de choses à étudier, à prendre en considération, il faut se projeter dedans. Alors qu'on est en train d'arrêter quelque chose, il faut se Ouais, projeter loin c'est ça dans qui est cette convention-là. De ce que j'en comprends, en tout cas, il faut voir quand même assez loin et c'est compliqué quand on n'est pas bien déjà dans le absolument. présent. Donc, poser les bases et bien en discuter avec des professionnels qui vous font penser un peu à Exactement. tout, c'est le but, quoi. Oui, absolument. Et puis surtout, les gens pensent souvent que c'est des petits détails. Le truc type, c'est qui va ramener les enfants et venir les chercher quand il y a des échanges. Donc, quand ils vont chez l'un chez l'autre. Alors, quand l'ex habite au bout de la rue, ça va. Mais si ou quand l'un des deux déménage à l'étranger, ben, il s'agit d'autres frais, il s'agit aussi de plus de temps pour emmener les enfants et tout ça. Donc, tout ce genre de petits détails, en fait, mènent souvent à des conflits après le divorce. Et ils ne sont pas nécessaires parce que si dès le début, on se met d'accord sur qui va payer les billets d'avion, qui va venir chercher les enfants, les ramener, qui va se charger d'avoir un visa quand ils doivent aller quelque part, qui a un visa pour visiter l'autre parent, qui garde les passeports, qui s'occupe du renouvellement. C'est des petits détails, mais en fait, ça crée beaucoup de tension après le divorce quand on n'est pas d'accord sur ce genre de choses. Ouais, Et, j'imagine. et ça, d'avoir ça documenté, ça veut dire que les gens ont toujours quelque chose de clair sur lequel se retrancher s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est vrai. Oui, une preuve écrite de genre, regarde, souviens-toi, on en a parlé, on avait étudié ce petit détail, et je vois déjà des couples en France, c'est la guerre pour emmener machin à l'équitation et truc-muche au football le mercredi. Une semaine sur deux, bah, quand on n'habite pas le même pays, je pense que ça se joue pas à une semaine sur deux. C'est difficile. C'est difficile. Disons que les frais avion sont pas les mêmes. Exact. Mais bien sûr que c'est de l'organisation du quotidien et c'est souvent là où ça frite, quoi. Absolument. Donc, Et puis surtout les choses sur les décisions importantes à prendre par rapport aux enfants, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous ouais, avec ouais. les profs. Quand on est dans deux pays différents, c'est beaucoup plus compliqué à gérer aussi. L'autorité parentale,
ouais, de décision médicale, il se passe quelque chose, est-ce qu'il faut l'autorisation des deux parents ou d'un seul Ouais. parent? Enfin, ouais, Ou même j'imagine des choses qu'il du y a genre un... à quelle rapidité est-ce que tu dois prévenir l'autre, tu vois? S'il y a un des enfants qui est malade, quelle est l'attente de l'autre en termes de quand est-ce qu'il lui ou elle va être prévenu de ce genre de problème? Donc plus on peut mettre de détails, plus ça évite les problèmes parce que ça crée vraiment des bases solides, tout le monde est clair sur les intentions et ça permet d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir après commencer sa nouvelle vie Ouais, et plus avoir de ça ça. doit pas être évident quand on est sous le coup justement de l'émotion de penser à tous ces détails-là. Exactement. Toi, c'est des aspects sur lesquels tu t'accompagnes ou c'est Non, encore quelqu'un d'autre c'est moi, je donne énormément de conseils là-dessus, déjà d'expérience personnelle, d'expérience de certains de mes clients, mais aussi parce que dans ma formation, on a particulièrement appris exactement quelles erreurs éviter, quelles sont les erreurs. Oui, Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'expérience, et donc j'aide vraiment les gens à éviter ce genre d'erreurs parce que c'est des erreurs qui coûtent cher et qui nous impactent pendant des longues années. Et c'est très difficile, surtout en Angleterre, clairement, mais même en France, de changer les arrangements et la convention plus tard. oui. Donc, C'est un il faut vraiment. peu figé quand c'est écrit, ça y est, c'est Il acté. C'est difficile faut qu'il derrière. y ait, faut qu'il y ait vraiment des circonstances nouvelles très, très importantes pour justifier d'un changement. Donc, il vaut vraiment mieux avoir quelque chose de béton dès le début, même si ça prend un petit peu plus d'efforts que potentiellement Oui. étant un peu les négociations. Comme ça, tout est sur papier, tout est clair. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'encourage toujours les gens à passer un peu de temps, même quand on n'a pas la tête à ça, parce que c'est un investissement pour le futur. Toi, tu avais été accompagnée dans ton divorce à toi Absolument. ou... Mais à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de coachs de divorce et donc je n'avais pas cette Mais j'avoue que c'est ressource et j'ai la beaucoup première regretté. fois que j'entends cet intitulé et que ça m'a surpris. La première fois, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, le côté émotionnel, au-delà de la paperasse et de la juridiction, qui pose la question de comment ça Bah, va, hein, finalement? absolument. Et toutes les décisions qui ne sont pas juridiques. Où est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je permets à mon ex de les avoir tous les week-ends alors que moi j'aimerais les avoir des fois le week-end? Toutes Ouais, ces questions-là, ce n'est pas des questions qu'un avocat va pouvoir résoudre. Ce n'est pas non plus un thérapeute. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir donner des conseils tactiques et qui va pouvoir aider dans la réflexion et dans la mmh. décision. Surtout, Et c'est là où c'est important. surtout quand on sait qu'il y a 79% des conjoints qui sont des conjointes, qui Ouais, suivent, ouais, qui finalement dépendent un peu de leur conjoint pour tout ce qui est financier et comment on dit, de quoi vivre au quotidien, parce bah, qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de travailler, d'exercer leur métier ou de, je sais pas, elles sont pas entrepreneurs ou quoi, bah forcément on se retrouve un peu le bec dans l'eau. ouais. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Mais Quelle est la meilleure problème solution pour courant. continuer à vivre correctement? Absolument. Surtout dans ce cas des femmes qui suivent leur mari en expatriation, qui des fois ont sacrifié leur propre carrière pour pouvoir faire ça, et qui se retrouvent dans un pays qui en fait n'a aucune importance pour eux. Considération. Voilà, ils y sont que parce que leur mari dans ce cas-là, leur mari est. Et après, il y a toutes les questions de est-ce que je peux ramener les enfants en France, tout ça. Donc ça peut devenir très compliqué. Et c'est vrai que de pouvoir aider les gens dans cette situation de vulnérabilité, c'est quand même très Ouais. gratifiant. Bah, surtout quand ça se passe bien et que tu sens que tu as aidé à apaiser les choses et que finalement bah, les deux personnes se quittent pas moins fâchées, mais au clair, quoi. De manière moins destructrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on est pour la paix dans le monde, cœur love sur le monde, voilà, il y a besoin d'amour. Ok, donc je récapitule les trois conseils que tu nous as donnés. Attention aux juridictions et bien étudier les juridictions des deux personnes qui divorcent, savoir dans quel pays finalement vous le faites et dans quel pays vous lancez les démarches. Ensuite, vous entourez des bons professionnels dans plein d'aspects différents, que ce soit la législation, le côté émotionnel, le côté de la famille et de la stratégie de la suite, tout ce qui est écriture de la convention, enfin tout ça. Et puis troisième conseil, aller au plus petit détail dans cette convention de divorce, cet acte de divorce qui va décider de la suite parce que plus vous mettez de détails et plus vous êtes un peu libre pour la suite, quoi. Absolument. Et que tout le monde finalement sait où se positionner et comment s'y retrouver. Exactement. Et ben c'est super conseil ça, même sur un sujet aussi triste finalement. Ouais. Mais
Je sens que tu apportes un peu de sourire là-dedans, donc c'est parfait. Ça peut être une opportunité aussi, donc il faut voir ça comme ça. Oui, c'est ça. Parfois, il faut mieux s'arrêter hein, plutôt que Absolument. faire durer quelque chose qui est destructeur déjà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une décision qui nécessite un petit peu de réflexion. Absolument. Il est vrai. Absolument. On arrive à la fin de ce live. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager de ta vie d'expat ou de ton boulot que tu aurais envie de partager Je réfléchissais un petit peu à ça parce que tu m'avais envoyé les questions à l'avance. Écoute, oui, en fait, ça fait maintenant 15 ans que je suis à Londres. Mais avant de venir à Londres, j'avais déménagé 7 fois en 4 ans. Oui. Pas mal. Donc, l'expatriation, j'ai connu ça. Je suis toujours en expat, mais le mouvement, le changement, la réadaptation. Pendant très longtemps, je ne mettais jamais rien sur les murs parce que je restais jamais assez longtemps pour décorer mon appart. Donc oui, j'ai bougé de Los Angeles à Paris, à New York, à Washington, à Rabat, à Paris, puis à Londres. Donc, ça fait pas mal de l'espace culturel aussi, tout ça. Donc maintenant, je suis posée. T'as dû vivre dans les cartons pas mal de temps. Oui, dans les valises plutôt, mais oui, c'était bon, heureusement, c'était avant d'avoir des enfants, donc on voyageait un peu plus léger. Mais oui, c'est vrai que quand je me suis installée à Londres, j'avais vraiment l'optique de rester, de pouvoir enfin acheter des meubles qui n'étaient pas de chez Ikea et de pouvoir mettre des chez toi. Exactement. Et puis des relations aussi plus établies, parce que quand on bouge tout le temps, on est tout le temps en train de recommencer à zéro. Donc c'est pas facile. Et ben, 7 déménagements en 4 ans, on peut dire que c'est une belle paix. Depuis, elle n'a plus bougé, elle est restée. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas le live des expats, je vous récap tous les conseils que vient de nous donner Chloé dans les commentaires en dessous du replay, bien sûr. Avec ses contacts, si jamais vous avez besoin d'en savoir plus, si vous voulez lui poser des questions, ou si vous voulez justement, vous êtes sur le point de divorcer et que vous avez besoin d'être accompagné, faites appel à Chloé. Qui a besoin. Exactement. Faites appel à Chloé. Je suis sûre que vous serez très bien accompagnée. Voilà, il y a des gens avec qui ça fit et voilà. On se pose pas plus de questions que ça. Donc, une coach séparation et divorce. Si vous aviez déjà entendu ça, eh bien voilà, vous en rencontrez une en vrai. C'est une espèce en voie de disparition. En voie d'apparition. En voie d'apparition, c'est vrai. Il y en a. T'en connais d'autres autour de toi? Oui, en Angleterre, ça se développe de plus en plus. Aux États-Unis, c'est complètement commun. Intégré, ok. Quelqu'un. En Angleterre, ça se développe. En France, comme tu sais, c'est tout à fait nouveau. Je travaille avec beaucoup d'avocats français qui trouvent ça passionnant et qui adorent l'idée de. Ça apporte une dimension un peu humaine, un peu émotionnelle. Moi, j'aime bien tout ce qui est émotionnel, ça me parle. Donc, ça leur permet c'est de se dire qu'on sort de ce côté très formel, très cadré, et qu'en fait, on laisse un peu de place à l'humain aussi, quoi. Absolument. Ok, et ben merci beaucoup Chloé pour cette demi-heure d'échange. J'ai été ravie de t'accueillir pour ce premier live. Je te souhaite une excellente année 2024. Alors, je ne vais pas te souhaiter plein de divorces parce que... Mais bon, c'est ton business, donc... Je vais te souhaiter du business. Je vais te souhaiter du business. Non, je vais te souhaiter que ceux qui divorcent, parce qu'en fait, les gens ne s'arrêtent jamais de divorcer, fassent ta connaissance et puissent être accompagnés par toi. On va le tourner comme ça. Voilà. La semaine prochaine, je ne sais plus qui j'accueille. J'ai un planning chargé, mais je ne sais plus qui j'accueille. Je crois qu'on va parler sommeil la semaine prochaine, mais je suis pas sûre. Je revérifierai, je vous dirai ça dans les commentaires. En tout cas, passez une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live des expats. Merci. Ciao. Au revoir tout le monde.